grand débat avec Francis Laloupeau. Africa numéro 1, ça c'est ma radio. Nous parlons maintenant de la pauvreté en France. Nous en parlons avec François Asselineau, inspecteur général des finances, président de l'UPR, c'est l'Union populaire et républicaine. Un rapport de l'INSEE indiquait la semaine dernière une inquiétante montée de la pauvreté en France, conséquence, dit-on, de la crise financière de 2008. Mais ces chiffres pourraient refléter une tendance irréversible. Cette semaine encore, les indicateurs économiques sont au rouge. Et si la France devenait incapable de produire de la richesse, et si l'augmentation de la pauvreté devenait une fatalité, les Français doivent-ils se résigner à voir de plus en plus baisser leur niveau de vie? On en parle avec vous, François. Alors, selon ce rapport de l'INSEE, un Français sur 7 vivait en dessous du seuil de pauvreté en 2009, soit plus de 8 millions de personnes dans ce pays. Cette tendance semble s'aggraver depuis. La faute, dit-on, à la crise économique et financière de 2008. Est-ce que cette explication est suffisante? Alors, Francis, d'abord, je crois qu'il faut être précis. Le seuil de pauvreté par l'INSEE, c'est 954 € par mois. C'est ça. Il faut savoir qu'en France, le SMIC est de 1365 € par mois et que les gens qui touchent le RSA touchent 410 € par mois. Tout ça, ça fait des sommes tout à fait modestes. Ce que disait l'INSEE aussi, ce qu'elle a révélé, c'est qu'elle... Ce que disait l'INSEE, c'est que la moitié des Français, 50% des Français gagnent moins de 1590 € par mois. Donc nous avons affaire en réalité à un pays qui s'appauvrit, ou du moins dont une partie importante de la population s'appauvrit. À l'inverse, ce qu'apprenait également l'INSEE, c'est que les 10% de Français les plus riches ont vu leurs revenus s'accroître de 2008 à 2009 de 0,7%. Et encore, on parle des 10% les plus riches. Si on avait parlé des 0,01% les plus riches, eux, ils ont vu leur salaire, leurs revenus, notamment les revenus boursiers ou les stock options, bondir. Donc, nous avons en fait une société qui est en train de partir dans les deux directions, avec une toute petite minorité qui a de plus en plus d'argent et une majorité qui stagne, voire qui s'appauvrit. Voilà. Alors, moi, ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'il y a un moment à partir duquel il faut demander des comptes aux gens. Il faut demander des comptes. Il faut demander des comptes à qui? Il faut demander des comptes notamment à toutes les personnes qui nous ont promis il y a 19 ans que si on adoptait la construction européenne, le traité de Maastricht et l'euro, on allait voir ce qu'on allait voir. Vous attaquez beaucoup plus tôt que j'imaginais dans cette émission. L'Europe, j'allais y venir, mais bon, écoutez, non mais attendez. Monsieur Giscard d'Estaing, le 30 juillet 1992, sur RTL, disait, ce sont des citations que je tire du livre de Monsieur Chevènement de l'époque qui s'appelait Le bêtisier de Maastricht. Monsieur Giscard d'Estaing nous disait, si le traité de Maastricht était en application, finalement la communauté européenne connaîtrait une croissance économique plus forte, donc un emploi amélioré. Madame Aubry disait, en constituant un bloc économique plus puissant et plus autonome qui favorise la croissance, la construction européenne va réduire les incertitudes, il y aura une accélération de la croissance quand elle se présentera. Monsieur Edmond Maire, ancien secrétaire général de la CFDT, en vue de gauche en septembre 92, disait l'union économique et monétaire harmonisant les politiques économiques et créant la monnaie unique est un facteur de croissance et de création d'emplois, etc., etc., etc. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'il y a quand même un moment à partir duquel il va falloir qu'on demande des comptes. Mais vous savez quand même, quand on est dans l'univers libéral et capitaliste, vous savez ce qu'exigent les actionnaires des entreprises. Ils exigent que les dirigeants d'une entreprise présentent des comptes, même pas annuels, trimestriels. Et si au bout de 2 ou 3 trimestres, le compte n'y est pas et que les prévisions ne sont pas tenues, ils virent les dirigeants pour remplacer d'autres. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Alors parlons concrètement de ce qui se produit dans les pays européens. Bon, manifestation hier en Italie, manifestation toujours en Espagne. Aujourd'hui encore, l'Allemagne et la France s'apprêtent à compléter, à apporter une aide supplémentaire encore à la Grèce pour résoudre l'endettement. Est-ce que ce n'est pas le système lui-même qui est arrivé, je dirais, à épuisement? Le système de production, est-ce que ce système de production n'est pas obsolète finalement? Alors, il y a plusieurs crises. C'est un peu compliqué, j'essaie d'expliquer les choses simplement. C'est pas seulement la faute à l'euro, je veux dire. Non, il y a plusieurs crises. Il y a plusieurs crises à la fois. Structurelles, conjoncturelles. Il y a plusieurs crises à la fois. Il y a la crise de l'euro, qui est sûre, mais il y a aussi une crise qui est sous-jacente, qui est beaucoup plus importante, qui est le fait que l'ensemble des pays occidentaux perd ce qui produisait la richesse, c'est-à-dire perd les emplois industriels et accessoirement agricoles. Alors ceci, il y a des gens qui disent c'est de la faute des Chinois. Alors maintenant, ça va être haro sur les Chinois, haro sur les Indiens, on tape dessus.
Et moi, je dis, attention, avant de taper sur les Chinois, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 1992, 93 et 94, on a pris des décisions qui ont été, quand je dis on, c'est pas nous, c'est la Commission européenne qui a pris des décisions qui ont abouti aux accords de Marrakech du 15 avril 1994 qui ont créé l'Organisation mondiale du commerce. Bon. Qu'est-ce qui a été décidé? Il faut savoir, par exemple, je ne veux pas embêter vos éditeurs par des sujets peut-être trop pointus, mais ceux que ça intéresse, je les invite à aller voir notre site Union populaire républicaine et à se documenter notamment sur la conférence que je fais sur les raisons pour lesquelles nous devons sortir, selon nous, de l'Europe. Il y a dans les traités européens des articles très précis, notamment l'article 63 du traité de Lisbonne et l'article 32, qui donnent un feu vert aux entreprises de tous les pays européens pour aller se délocaliser dans les pays pauvres, et notamment en Chine, pour y installer des usines et ensuite pour rapatrier sans aucune contrainte les productions qui sont faites. Alors écoutez, c'est quand même pas très compliqué à comprendre. Vous avez des pays comme la France, où il y a une main-d'œuvre qui est payée en gros 10, 15 ou 20 fois plus que la main-d'œuvre chinoise. Il y a 63 millions de Français, il y a 1,3 milliard de Chinois. Ça veut dire que si on met les Français en concurrence directe avec les Chinois, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Il se passe fondamentalement, ce qui est en train de se passer, c'est que progressivement, les salaires sont orientés à la baisse en France. D'accord, justement. Alors, cette paupérisation des couches modestes de la société, est-ce que cette tendance est irréversible? Quels sont les remèdes à apporter à cette tendance funeste? Vous savez, il n'y a rien d'irréversible en ce bas monde, bien sûr, sauf la mort. Donc, une mesure qui a été prise, des mauvaises mesures doivent être prises. On doit prendre des mesures correctrices dans le sens... Quel regard vous portez sur les mesures qui ont été adoptées ces jours-ci, par exemple, par le gouvernement français, taxation des palaces, par exemple, ou alors la suppression de certaines niches fiscales? Est-ce que vous pensez que ce sont des mesures, je dirais, est-ce que ce sont des mesures suffisantes à la hauteur de l'enjeu? Non, mais pas du tout. Ça, ce sont, vous savez, c'est ce qu'on dit en France, des cautères sur des jambes de bois. On met un sparadrap sur une jambe de bois. Et pourtant, il y en a qui vont payer. Ben oui, bien sûr. C'est très bien, effectivement, d'augmenter la taxation sur les hôtels de grand luxe. Oui. Là, je trouve ça, effectivement, en période de crise, c'est bien naturel. Mais il s'agit de faire des économies de bout de chandelle par rapport aux problèmes en cours. Et puis, il s'agit surtout de combler le déficit de l'État. Mais ça ne résout en rien le problème qui est celui que je viens d'exposer, qui est que l'on met les salariés français, pas seulement les Français, les Italiens, les Espagnols, etc., en concurrence frontale avec, en gros, 3 milliards de personnes. Quelle est la solution, selon vous? C'est sortir de l'Europe. Oui, sortir de l'Union européenne, certains disent je suis un monomaniaque. On n'est pas des monomaniaques. On veut sortir de l'union européenne, pas par xénophobie et pas par racisme. Vous me connaissez, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur votre antenne. Nous voulons sortir de l'Union européenne pour que nous puissions reprendre le pouvoir de décider de ce que nous voulons. On ne dit pas, vous savez, il y a un truc qui est extraordinaire qui est en train de se passer en ce moment. C'est ce qui se passe en Islande. Personne ne parle de ce qui se passe en Islande. Pourtant, il y a 6 mois, tout le monde expliquait que c'était la catastrophe. Mais les Islandais, ils ne sont pas dans l'Union européenne, ils ont décidé de supprimer la libre circulation des capitaux, ils ont décidé aux grandes banques hollandaises et anglaises d'aller se faire cuire un œuf plutôt que de se faire rembourser, et l'économie islandaise est en train, je ne dis pas que c'est merveilleux, mais est en train de se redresser très rapidement. Donc pour vous, l'Europe, ce n'est pas la solidarité active, c'est la paralysie. C'est la paralysie des décisions. Donc ce qu'il faut, c'est faire... Vous savez, la France avait un prix Nobel d'économie, le seul d'ailleurs que nous ayons jamais eu, qui s'appelait Maurice Allais, et qui disait cette chose que je trouve très sensée. Nous ne sommes pas pour refermer la France sur elle-même, bien entendu, qui le veut. Bon, la France n'a jamais fermé sur elle. Ce que disait Maurice Allais, c'était quelque chose de bon sens. C'est qu'il faut faire de la concurrence, il faut faire, par exemple, favoriser les échanges commerciaux avec des pays qui ont à peu près les mêmes types de contraintes salariales, sociales, environnementales, réglementaires, législatives. Parce que là, ça favorise une émulation, une concurrence. Par exemple, entre la France, l'Allemagne, on peut concevoir des concurrences. Mais mettre en choc frontal des pays qui sont globalement des pays riches, même s'ils s'appauvrissent, avec des pays comme la Chine ou l'Inde, où j'ai dit il y a quasiment 3 milliards d'habitants dans cette partie du monde, eh bien, ça veut dire que nous sommes en train, enfin, les élites européistes qui ont décidé ça sont en train délibérément d'appauvrir les peuples, une grande partie de la population, au profit des rentiers et des détenteurs de capitaux. Les crises actuelles vous confortent dans votre position finalement, vous donnent raison, vous croyez?
Ben, écoutez, je pense d'autant Crise plus de la que dette, crise sociale, elle me donne d'autant paupérisation. plus raison que notre mouvement, l'UPR, qui ne passe sur aucune grande télévision et aucune grande radio française. Bah si, enfin, là vous êtes sur les radios internationales. C'est encore mieux. Oui, je vous en remercie. Je passe sur pas d'auditeurs. Je le sais, c'est pour ça d'ailleurs que je viens, et puis vous êtes tellement sympathique que je viens, mais nous ne sommes encore passés sur aucune grande radio, j'allais dire, des radios connues, France Inter, Parce que RTL, votre propos est politiquement incorrect, c'est ça? Oui, oui. En France, ce que je dis, on n'a pas le droit de le dire. Ce que je dis est quand même de bon sens, quand même. En France, on a le droit de critiquer l'Europe, mais tout le monde propose une autre Europe. Madame Le Pen propose une autre Europe, Monsieur Mélenchon propose une autre Europe, Lutte ouvrière propose une autre Europe, mais tous, au moment où il faut se décider, ils disent « non, non, il faut y rester pour l'instant dans celle actuellement ». Et donc, on n'avance pas. Donc nous, ce que l'on dit est bon sens, c'est une idée de bon sens. Nous, on veut simplement sortir. Il y a d'ailleurs un article, qui est l'article 50 du traité sur l'Union européenne, l'article 50 qui prévoit la possibilité d'en sortir. Donc nous voulons poser sur la place publique l'existence de cet article et dire il faut que les Français en débattent sereinement. François Asselineau, donc pour la réactivation de l'article 50. On écoute votre commentaire, Emmanuel. Bon, alors, je suis intéressé par certains chiffres avancés, mais je ne partage pas du tout l'analyse. Quand vous dites que la Chine, c'est 1,3 milliard d'habitants, effectivement, l'Inde d'ailleurs n'est pas loin, dans quelques années l'Inde va dépasser la Chine, puisque la Chine croît et l'Inde continue de croître. Et l'Europe aujourd'hui, c'est à peu près 497 millions de 27 pays, dont on n'est pas encore à 500 millions d'habitants. Donc, autrement dit, si on regarde les déséquilibres de population, puisque après tout, l'économie se construit sous les gens, on ne peut pas dire, divisons l'Europe un petit peu et mieux-on encore à 10 millions ici pour les Grecs, 303 millions pour les Français, et chacun chez soi, ça sera mieux. Ce n'est pas du tout vrai. Deuxième élément. Donc, l'amiétement de l'Europe n'est pas du tout une bonne solution, une réponse à la question. Deuxièmement, et vous dites que la France peut ne pas payer ses dettes, comme l'Islande, effectivement, le Brésil en ce moment, d'ailleurs, on l'avait fait également en disant, bon, moi, je ne veux plus payer, moi, je m'arrête. Voilà. Donc, mais la France a les moyens de payer. Si aujourd'hui, je me suis moi-même livré au calcul, figurez-vous, sur mon site nouvelledynamique.org, regardez, il y a des choses intéressantes. Ça, c'est de la publicité. Voilà. Bon. Simplement, attendez, simplement, j'ai recalculé moi-même, enfin, j'ai encore un petit moment de temps en temps, entre minuit et 2 heures du matin, pour calculer. Si la France, dans l'état actuel où nous sommes, 2010-2011, mettait 48 milliards par an pour rembourser la dette. En 2016, nous revenons au critère de Maastricht, donc à 60% du PIB. Pour autant que la croissance était en moyenne de 1,78% annuel. Donc c'est faisable. Première chose. Deuxième chose, il n'y a pas que les pays... Vous êtes à deux là, Emmanuel. Hein? Oui, je vais être bref. Ça sera la publicité dans quelques instants. Voilà. Vous allez être coupé, c'est l'ordinateur qui commande. A tout de suite. Grand débat sur Africa numéro 1 avec Francis Laloupo. Africa numéro 1. Suite et fin du grand débat de ce jour sur la radio africaine avec François Asselineau, inspecteur général des finances, président de l'UPR, c'est l'Union populaire républicaine. L'Union populaire républicaine, l'Union populaire, ça fait penser un peu à l'UMP, non? Non, pas spécialement. D'ailleurs, l'UMP, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. C'est l'Union pour une majorité présidentielle. Non. Alors, nous n'avons rien. Vous êtes même parfois aux antipodes même de l'UMP, parfois. Ah oui, absolument. Mais on est aux antipodes d'ailleurs de tous les partis politiques, puisque je signale, je réinsiste sur le fait qu'en France, nous sommes le seul parti politique qui proposons de sortir de l'Union européenne. Vous êtes candidat en tout cas à l'élection présidentielle en France. Je vous souhaite d'avoir les 500 parrainages dans les prochains mois. Terminez votre propos, Emmanuel Koussoumane. Oui, donc juste une parenthèse, l'UMP c'est le parti le plus populaire, parce qu'il y a le P dedans pour populaire. Maintenant, je continue. Quand on dit que la pauvreté en France grandit ou se croît parce que 953 euros par habitant, enfin pour les 8 millions de pauvres, je serais tenté de dire qu'en Allemagne, il n'y a pas de SMIC. Il y a très peu de pays en Europe qui ont le SMIC. En Allemagne, aujourd'hui, beaucoup de jeunes entre 25 et 30 ans, la majorité gagne moins de 1 000 euros par mois, tout en travaillant 36 heures par semaine. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faudrait faire en France, mais je dis peut-être que, comme l'a dit Francis tout à l'heure, peut-être que le curseur de niveau de vie en France est trop élevé. Si on baissait un tout petit peu, les 950 pourrait bien suffire. Mais naturellement, puisque tout le monde veut avoir plus, 950 ne suffisent pas. Donc,
Il faut dire aussi que les loyers ne suivent pas Voilà. forcément. Donc, Et puis, quelque part, où est le problème? Pouvoir vivre avec 950 euros ici en France. Je Hein. note que l'UMP Le problème, trouve que 950 euros. Non, je dis que 950 euros, dans certains cas, on peut en vivre. Alors là, la question, Il faudrait qu'il y ait un niveau de vie soit en adéquation le avec problème les que nous avons, droits. le problème que nous avons. Emmanuel révèle les arrière-pensées de l'UMP. Non, pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas en train de dire, je suis pas en train de dire qu'il faut casser. C'est déjà assez difficile comme ça. Je dis simplement que le problème que nous avons ici, c'est que nous avons des spéculations sur le logement, nous avons l'alimentation qui a augmenté, le déplacement qui coûte de plus en plus cher. Effectivement, avec ça, on ne peut pas aller plus loin avec 900 euros. C'est peut-être là qu'il faudrait contracter dans les dépenses et notamment dans ce que nous avons aujourd'hui. Et je termine simplement Terminez, s'il vous plaît, sur un Emmanuel. dernier point. Concluez, Déconstruire l'Europe aujourd'hui, ce serait catastrophique et même suicidaire Ah bon? pour l'ensemble des États de l'Union européenne aujourd'hui. Oui, parce qu'au moins la croissance peut être mutualisée entre les différents pays. Par contre, alors je suis Pour d'accord l'instant, avec ce sont vous, les dettes qui il sont aurait- mutualisées. il aurait peut-être fallu, Emmanuel. et là c'est ma théorie, il aurait fallu peut-être qu'à 15, avant de passer à 27, à Oui, 15, écoutez, il aurait fallu qu'à 15, on consolide d'abord ce qu'on avait comme acquis commun, l'industrie, une économie plus solide, Réponse de François Asselineau. Ensuite, on écoutera avant d'aller Lucien plus loin. Pambou et Nathalie Les Mondiaux. dénivellations fiscales, sociales, font naturellement qu'aujourd'hui l'Europe est mal construite. François Asselineau. J'ai envie de dire quelque chose de très vulgaire. C'est un, Allez-y, allez-y. oui, C'est la fin de un- l'émission, vous pouvez. c'est un proverbe français, c'est si ma tante en avait, ce serait mon oncle. Bon, ça fait 19 ans qu'on nous raconte ces salades. Vous Ça avez fait osé 19 dire ans qu'on nous explique que c'est pas de la faute de l'Europe, qu'heureusement que l'Europe est là, que si jamais il n'y avait pas l'Europe, ce serait la catastrophe, etc. Alors je vais être plus poli et je vais citer un proverbe africain, c'est quand même l'occasion de le faire. C'est ce joli proverbe qui dit « Le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits ». Voilà. Nous avons affaire à des promesses de 19 ans qui ne sont pas tenues. Et puis, j'insiste sur quelque chose. C'est que, non d'une pipe, il y a des pays européens qui ne sont pas dans l'Union européenne. Vous avez la Suisse, vous avez la Norvège, vous avez l'Islande, j'en parlais. Vous avez aussi des pays d'Europe qui sont dans l'Union européenne et qui ont refusé l'euro. C'est en particulier le cas du Danemark et de la Suède. Alors moi je dis, allons regarder tous ces pays et voir s'ils sont dans une situation catastrophique. Or, on constate que tous ces pays se portent mieux que nous. Donc je vous dis que le discours de l'UMP, comme d'ailleurs le discours du Parti Socialiste, parce que c'est le même, eh bien ce discours qui consiste à dire en dehors de l'Union européenne, point de salut, c'est un discours qui n'a qu'un seul objectif, faire peur et faire taire. On veut faire peur aux Français et on veut faire taire les critiques. Commentaire de Lucien Pambou. Alors, Lucien Pambou, on revient quand même au début de la question qu'on se posait initialement. La question est de savoir comment concilier quand même aujourd'hui. C'est ça l'urgence pour les gens qui connaissent des difficultés au quotidien. Comment concilier résolution de la crise, résolution de la dette et en même temps protection des citoyens. C'est ça la question. C'est le véritable problème qui est posé à la France de demain. C'est le véritable problème qui est posé à la France de demain pour les raisons suivantes. Monsieur François Asselineau aurait pu aller plus loin. Les inégalités de revenus doivent être complétées par les revenus de patrimoine, ce qui permet d'expliquer encore les écarts. Mais pourquoi? Parce que nous sommes tous responsables. Depuis les années 74, la France a vécu comme une cigale. Et c'est très bien que monsieur François Asselineau vienne ici et nous dire « Mais vous comprenez, nous ne sommes pas responsables, c'est le système économique libéral. » Monsieur François, soyons sérieux. Vous-même, vous avez participé à ces agapes. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais bien sûr, une situation de rentier. Le grand festin républicain. Le grand festin républicain. Et puis, on vient pleurer ici en disant qu'il faut sortir l'Europe. L'Europe a été construite sur une base d'abord politique. Alain Noir et le Gérald de Gaulle. Ensuite, on est allé dans l'accélération de l'économie. Le problème aujourd'hui, on a un modèle. Qu'est-ce qui n'est pas sorti de l'Europe? C'est qu'il faut qu'on se mette à bosser. Or, on ne travaille pas en France, on se contente d'être cigale. Comment voulez-vous résoudre la dette? Alors, on peut. Les contributions de taxation, c'est des rustines. Le problème, c'est qu'il y en a qui travaillent mais qui sont pauvres quand même. Mais qui sont pauvres, justement. C'est ça le problème Qu'est-ce aujourd'hui. qu'il faut faire? Il faut l'industrie et les services. Remettre la France réellement au travail. Le problème, vous avez raison de dire, je ne sais pas si c'est les élites, mais tout le monde est complice en France, il n'y a pas que les élites. Hein.
tout le monde est complice parce que tout le monde tire son épingle. François Asselineau fait partie des élites aussi. Bien sûr. Moi, je ne dirais pas que tout le monde est complice, parce que déjà Nathalie Mondiaux. l'Europe a été imposée aux gens. On nous a fait passer l'Europe avec force. Ah, je sens un axe Nathalie Mondiaux et François Asselineau. En tout cas, madame, Nathalie, si je peux me permettre de vous appeler par votre nom, a raison. Bien sûr. N'oublions pas que 55% des Français ont voté non, et quand qu'en même, donc, en 2005, on l'a quand voilà, même. donc la complicité, moi, je ne l'accepte pas. C'est bon de le rappeler. C'est bon de le rappeler. C'est pas mal. C'est bon de le rappeler. C'est pas la gestion de la France. C'est une gestion de la Parce France. qu'on gère pas bien. Laissez Nathalie s'exprimer. Soyez élégants, messieurs. Pour que Laissez l'économie Nathalie de la s'exprimer. monnaie unique fonctionne, il faudrait déjà qu'il y ait une économie réellement commune entre les pays européens, parce qu'en vérité, il n'y a pas de convergence. Chacun marche de la manière dont il a envie de marcher. Et donc, par rapport à ça, ça ne peut pas marcher, puisqu'il n'y a pas de convergence réelle entre les pays européens. Donc déjà, il devrait y avoir cette politique-là d'installer avant de dire aux gens... il y aurait dû avoir ça déjà avant d'imposer une monnaie, parce que le fond du problème, en réalité, c'est la monnaie. Et donc voilà, donc la monnaie est trop forte pour certains, trop faible pour d'autres. Les exportations en France, c'est une catastrophe. Et donc il faut en faire Allemagne, c'est pas quelque chose. catastrophique, ça met monnaie pourtant. Oui, mais parce qu'ils sont compétitifs au niveau de leur économie. Nous ne sommes pas Mais compétitifs. parce qu'ils travaillent, eux. Oui, Mais non, mais non, c'est mais pas la nous, faute- on est c'est cigales. pas la faute des 55% qui ont dit non. Nous sommes des consommateurs. C'est la rigueur de gestion On qui arrive fait la bientôt différence. à la Ah, donc compétition. c'est la la rigueur de rigueur gestion de qui fait la gestion. différence. Les pays nordiques, les pays scandinaves S'il vous gèrent plaît. bien Donc, avec notre voilà. il faut Et remettre nous, le s'il vous parti, plaît. il faut Voilà, remettre la le réalité parti est là. de S'il vous l'INP, plaît. dans la gestion correcte des comptes, apparemment, parce qu'il n'a pas réussi en forçant les gens à C'est dire oui. intéressant de voir que sur les polémiques de l'émission L'inspection générale des finances de sortir un rapport de 6000 pages où nous explique qu'on peut facilement faire une économie de Il est 40 trop milliards. tard. Vous continuerez Donc on le peut débat. le faire. Dans les 40 milliards, on peut les Nathalie savoir. et Emmanuel Explique continueront comment le les débat en avoir. antenne. François Asselineau, revenons donc à la question. L'urgence aujourd'hui pour les citoyens français, c'est 8 millions de Français ou 10 millions qui sont dans oui, dans j'avais ces difficultés, envie qui de... sont pauvres. Voilà. C'est comment quand même s'en sortir malgré évidemment de presque ce chantage à la dette, ce chantage à la crise économique et financière. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si on veut être très, très raisonnable, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire du monde d'un pays qui se redresse économiquement si ça n'est pas fondé d'abord sur une raison, sur quelque chose de très très important, c'est le patriotisme, l'amour de son propre pays et se projeter de façon positive dans l'avenir. Or, l'un des drames les plus importants de la France d'aujourd'hui, c'est que les jeunes Français ou les moins jeunes n'ont plus confiance dans l'avenir. Personne ne sait où nous allons. Il y a une construction européenne dont on ne sait pas ce que c'est. Quand est-ce que ça sera arrivé? Ça fait 54 ans que ça dure, nom d'une pipe. Personne n'est capable de nous dire quand est-ce que le monument va être inauguré. Hein, et elle a pour effet d'induire dans l'esprit des gens une espèce de peur face à l'avenir. Donc la première des choses à faire, c'est redonner aux Français confiance en eux-mêmes. Et quand je dis les Français, attention, hein, je ne dis pas Pierre, Paul et Jacques uniquement. Je dis Pierre, Paul, Jacques, Karim, Mamadou, Abdel, Boubacar, etc. C'est-à-dire tous les Français, quelles que soient leurs origines, ils sont tous Français. Et nous devons tous prendre en main notre pays en disant maintenant, allons, il faut que la France perdure et vive. La construction européenne, elle a mis dans la tête des Français que notre pays était fichu. Ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Allez dire dans la plupart des pays, dans tous les pays du monde, quand vous allez même les plus petits, quand vous allez au Sri Lanka ou quand vous allez au Paraguay ou à Singapour, les gens pensent que dans 50 ans, il y aura toujours le Paraguay, le Sri Lanka et Singapour. En France, on a dit que la France était foutue. Et bien, tant qu'on ne sera pas sorti de cette espèce de chape de plomb idéologique, on ne s'en sortira pas. Il faut d'abord que les Français retrouvent confiance dans la France, tous les Français, hein, tous les enfants de la France, tous ceux qui sont nés en France ou qui ont la nationalité, et qu'ils bâtissent ensemble un programme et un avenir commun. Restaurer la France. Merci beaucoup François Asselineau, merci infiniment. Vous êtes inspecteur général des finances, président de l'Union populaire républicaine UPR, le candidat à l'élection présidentielle en France. Bonne chance. Hein. Nous avons reçu également Lucien Pambou, économiste, conseiller municipal de Alfortville, ancien secrétaire général et cofondateur du CRAN, auteur de Le CRAN de l'espérance à l'utopie.
qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan. Merci aux débatteurs polémistes, Nathalie Mondio, styliste, fondatrice du MAP, Mouvement d'Action Panafricain, et Emmanuel Kouzouami, ingénieur dans les télécommunications, essayiste, auteur de La Nouvelle Dynamique Politique en France. Merci à toute l'équipe du Grand Débat, belle équipe, grande équipe, très sympathique et surtout très engagée pour cette émission. L'émission est préparée par Stéphanie Hartmann, réalisation Jérôme Giliberto, on l'appelle Didier. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat.